Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 13e épisode de Face à Face podcast. Aujourd'hui, on reçoit David Baillargeon, quadruple champion canadien en squash, membre de l'équipe nationale canadienne, mais aussi un athlète qui revient d'une blessure au genou. On va parler de performance, de mentalité, de blessure, mais surtout, aujourd'hui, on découvre un sport ensemble qui est trop méconnu au Québec. La brasserie Les Mordus s'est associée à Face podcast. On s'en vient vous montrer de quoi ça a l'air et pourquoi vous devriez venir l'essayer. Raphaël, tu es directeur à la brasserie Les Mordus. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la brasserie Les Mordus? Ben, Brasserie Les Mordus, c'est une brasserie style française aux accents méditerranéens avec un service absolument inimaginable, incroyable. Vous vous trouvez au cœur du Vieux-Québec. Pourquoi les gens devraient venir ici au lieu d'ailleurs? Ben, comme tu viens de le dire, on est en plein cœur du Vieux-Québec. On a un service de valet, donc il n'y a aucune excuse pour les clients, pour les gens de Québec de ne pas venir ici. Merci Raphaël, puis tout le monde, on vous attend à la brasserie Les Mordus. David, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben oui. On va parler de squash aujourd'hui. Tu es membre de l'équipe canadienne nationale. Si tu devais expliquer le squash en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas ça, qu'est-ce que tu dirais? Ben, ça tombe bien, on est sur un terrain, fait que ça aide. C'est un sport de raquette à quatre murs. En fond, c'est un peu... on frappe la balle sur le mur avant, un peu comme au tennis, c'est un sport un peu plus connu. Puis on est dans le même espace que notre adversaire. Il faut que la balle fasse 2 bonds à terre pour gagner un point. Puis c'est ça. On fait des parties des 3-7. Le premier à 3-7, des 3 de 5. Puis c'est le premier à 11 points. Fait que c'est ça. C'est un sport qui est très, très, très physique. C'est pour ça que j'aime ça, ce sport-là. On joue dans un terrain, comme on dit, dans le même espace. Puis c'est des échanges qui durent entre 20 à 60 secondes, genre en moyenne par échange. Donc, c'est assez dur, là. La balle, elle voyage très vite. Elle rebondit pas beaucoup aussi, donc on peut exploiter tous les 4 coins du terrain, que ce soit à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas. C'est un sport qui déplace beaucoup d'énergie, là. Comment le point commence? Est-ce que il y a tout le temps quelqu'un au service, j'imagine, un peu comme au tennis? Puis là, est-ce que vous avez des règles? Mettons, tu dois taper d'un côté ou de l'autre? C'est ça. Le service au squash, c'est pas un énorme avantage. On doit avoir un pied dans une boîte de service puis frapper dans la boîte opposée. Je dirais que le fait que tu commences avec le service ou pas, ça change pas grand-chose dans l'échange. T'as pas plus... au niveau professionnel, t'as pas même plus de chances de gagner le point si tu sers ou si tu reçois, là. Fait que c'est juste un peu pour lancer l'échange. Fait que ouais, c'est pas un énorme avantage, là. Puis pour donner une idée aux gens, là, c'est quoi les dimensions exactes du terrain? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est 18 pieds de large par comme 25 pieds de long. Quelque chose comme ça. Quand même pas mal de terrain à couvrir. Ouais, c'est plus gros que tu pensais, que tu m'as dit. Ouais, exact. Puis, tu sais, on sait, mettons, tous les sports de raquette, là, la balle ou le volant, mettons, au badminton, là, ça voyage assez vite. Ça peut atteindre quelle vitesse une balle de squash? Ouais, c'est une autre bonne question. J'aurais dû étudier mes vitesses de squash un peu plus avant de venir ici. Je pense que c'est comme 260 km/h. Wow. Ouais, il avait calculé une couple de joueurs qui avaient testé, là, puis c'est à peu près ça. C'est sûr que la balle a perd beaucoup de vitesse une fois qu'elle frappe le mur avant. Ouais. Mais ouais, quand elle sort de la raquette, là, ça va extrêmement vite, là. Ouais, c'est plus vite, c'est ça plus vite que du tennis, je pense, un peu plus lent que quand la balle sort au badminton, mettons. Ouais. Je pense qu'au début, le volant sort peut-être un peu plus vite, mais il perd plus de vitesse. J'imagine qu'il y a des réglementations au niveau, mettons, des installations du squash. Tu sais, le mur, faut qu'il soit vraiment optimal pour pas que les rebonds soient différents d'un endroit à l'autre. Je sais pas si tu comprends ma question, là. Oui, il y a plusieurs types de terrains. Les planchers, normalement, c'est en bois, un peu comme on voit ici. Ouais. Souvent, maintenant, c'est rendu en bois synthétique, en faux bois, pour pas avoir à les sabler, là, c'est bon comme pour toujours. Les murs de côté, il y a plusieurs façons différentes de les faire. C'est sûr qu'il faut que les dimensions sont standards. Mais ouais, comme ici, c'est un court qu'on appelle un court de panneaux. Donc, c'est juste des panneaux qui vont mettre sur un frame. Des panneaux qui sont, je pense, standards, là. J'ai jamais bâti de terrain de ma vie, mais je pense que tu achètes ça des compagnies qui font des terrains de squash, puis c'est les mêmes panneaux, mais il y en a surtout dans des places un peu plus britanniques,
dans les pays anglophones, c'est surtout en béton. Donc, tu peux avoir des murs qui sont en béton directement aussi. Les murs de côté, là, pas le plancher. Tant que ce soit dur dans le fond. C'est ça, dur, régulier. Il y a d'autres genres de surfaces aussi. Avant, ils faisaient des en bois, les murs de côté en bois. Mais là, le standard, le plus courant, c'est des courts en panneaux comme ça, là. Le plancher en bois, est-ce que vous devez avoir des souliers adaptés pour pas glisser ou c'est des souliers espadrilles de sport régulières? Un peu, c'est ce qu'ils appellent des court shoes, là. Fait que ça ressemble aux souliers de badminton, de volleyball, de handball. OK. C'est des Fait souliers. un petit soulier plat. C'est ça, c'est plat, ça a de la grip, puis un support latéral qui est important aussi, là, pas comme un soulier de course. Il faut qu'il y ait un bon support latéral parce qu'il y a beaucoup de push latéral. Changement de direction. Exact, c'est ça. Fait qu'il faut que ça soit capable de tenir ça quand même. Tu disais que c'est un sport qui est très physique. Qu'est-ce que tu dirais qui rend ce sport aussi exigeant physiquement? Ben, c'est le fait que le terrain est assez petit, là. À mon niveau, on peut aller chercher pas mal toutes les balles tout le temps. Donc, il faut vraiment arriver à créer une ouverture ou sortir le joueur du centre du terrain pour créer une place où frapper la balle pour pouvoir gagner le point. Donc, faut que tu bâtisses un échange pour pouvoir gagner. Sinon, l'autre joueur va toujours être capable d'aller retourner la balle avant le deuxième bond. C'est vraiment dur de faire un coup gagnant si l'autre joueur est au centre du terrain. Puis il y a aussi le fait que tu n'as pas beaucoup de temps entre chaque shot. Là. Ça va vraiment vite. C'est de la réaction. C'est ça, il y a beaucoup de réactions. Puis tu es dans le même espace que ton adversaire. Fait que mentalement aussi, c'est peut-être un peu plus tough que certains autres sports. Tu es tout le temps avec lui. Tu l'entends respirer. Tu sens un peu comment il est fatigué. Là. Y a-tu un second wind? Comment il se sent physiquement? Là? Ça, tu es direct dans le court avec. Puis c'est une des façons les plus faciles ou les plus classiques de gagner, c'est juste de briser ton adversaire physiquement. Là. Est-ce que il y a une manière de préparer les points d'avance dans le sens, pendant que tu es en partie, est-ce que chaque coup est réfléchi d'avance ou justement c'est tellement adaptatif que tu t'adaptes à ton environnement puis ce qui se passe? Ouais, il faut toujours que tu t'adaptes, c'est sûr, mais tu essaies de créer, de bâtir les points de la même façon toujours. Donc, le classique, c'est ce qu'on appelle une drive, c'est un coup dans le fond qui va être pas très risqué pour toi. Tu essaies de la coller sur le mur de côté pour limiter ce que ton adversaire va pouvoir faire, puis lui forcer à faire une mauvaise shot. Puis le but, c'est de toi être capable de frapper la balle quand l'adversaire n'est pas revenu au T. Donc, au T qui est le centre du terrain, là, on le voit ici, tu veux toujours revenir au centre du terrain de chaque coup. Donc, si ton adversaire n'est pas au centre du terrain, ça veut dire qu'il laisse un des coins un peu plus ouvert, qui va être plus loin pour lui pour aller chercher la prochaine balle. Donc, c'est créer ces situations-là où tu le sors du centre, tu prends la balle tôt pour la frapper avant qu'il revienne au centre, puis tu la frappes dans l'ouverture. Là. C'est peut-être niaiseux comme question, mais j'ai l'impression peut-être à cause de l'espace restreint puis le fait que vous êtes tout le temps dans le même espace. Est-ce que ça arrive souvent que vous entriez en contact pendant un échange ou un match? Oui, ça arrive. Ça fait partie du jeu. Il y a toujours un arbitre, surtout dans les matchs pro. Il y a des arbitres tout le temps. On a même maintenant, dans les plus gros tournois, il y a des reprises vidéo. On voit si la balle a fait 2 bonds. Mais oui, ça fait partie du jeu. Tu es toujours obligé de donner un accès direct à la balle à ton adversaire. Donc, tu peux pas frapper une balle à l'avant puis te placer dans la ligne puis l'obliger à faire le tour de toi. Tu es obligé de donner un accès direct. Mais encore là, tu sais, c'est quoi l'accès direct? Est-ce que tu te mets un peu dans le chemin? C'est toujours un peu... ça laisse place à l'interprétation. Puis c'est pour ça qu'on a un arbitre. Là. Mais il y a des règlements clairs, mais quand même, il y a toujours une ligne, comme dans tous les sports. Là, il y a une ligne, la ligne est mince. Elle est mince, puis tout le monde, quand tu fais ça de ta vie, tu joues souvent sur la ligne, que ce soit au hockey ou au basket, des sports plus connus. Tu essaies tout le temps de faire le maximum pour gagner dans ton avantage. Fait que, est-ce que, des fois aussi, on peut dire que l'autre joueur essaie de jouer l'adversaire pour essayer de faire comme s'il était dans le chemin quand il l'est pas, quand, mettons, la balle est trop bonne ou il a peur, il veut pas vraiment aller chercher une telle shot, fait qu'il rentre dans l'adversaire pour dire comme s'il était dans le chemin. Donc ça, l'arbitre doit essayer de voir ça. C'est pas facile quand t'es pas habitué, mais après un arbitre d'expérience ou un arbitre pro, il va pouvoir voir toutes ces petites subtilités-là. Là. Puis là, avec ces règles-là, puis les arbitres en place, ça veut dire qu'il peut y avoir des pénalités d'appeler pour, mettons, obstruction, pour avoir empêché son adversaire de prendre la balle ou... Exact. Fait que quand il y a une obstruction, le jeu arrête. Un des joueurs demande un let, donc demande une décision de l'arbitre.
quand on demande un let, soit il y a 3 décisions. Soit que c'est no let, donc l'arbitre juge qu'il n'y a pas eu d'interférence. Donc, tu perds le point. Si c'est toi qui demandes un let, puis l'arbitre donne no let, il dit ben non, l'adversaire il t'a pas bloqué ou c'était minimal, on n'a pas affaire à recommencer le point. L'arbitre peut donner un let, qui est la décision comme qui arrive le plus souvent. On recommence le point. Ça arrive, c'est de l'obstruction normale. On fait juste recommencer le point. Puis on peut donner un stroke aussi que tu gagnes le point. Si c'est toi qui demandes le let, tu vas gagner le point. Si l'adversaire se frappe la balle vers lui ou il t'empêche de frapper ou il est dans ton swing, là, tu vas gagner le point directement. Fait que ça peut être un pari risqué quand même. Des fois, faut y penser là, avant de demander ce genre d'appel. Exact, ouais. Faut y penser. Puis, mais tu sais, avec comment que ça se développe, tout le monde est habitué. Ça fait partie du jeu, là, disons. Là. Puis ça arrive combien de fois environ dans une partie, ça? Dans une partie, c'est le premier à 11 points. Si on dit il doit avoir peut-être 5-6 décisions par partie. OK, c'est pas tant que ça. Non, on essaie de plus en plus d'avoir le moins de décisions possible parce que, tu sais, pour les personnes qui connaissent pas trop le squash, avant, il y avait beaucoup de lettres, là, on recommençait beaucoup les points. Puis ça faisait que tu pouvais jouer 3-4 fois le même point avant d'avoir un gagnant. Ouais. Fait que pour les personnes qui connaissent un peu moins le squash, c'était moins facile. À suivre. Ouais, puis ils comprenaient pas. Il n'y a pas ça dans d'autres sports non plus. Ouais. Donc c'était moins instinctif. Donc là, ils essaient de donner des décisions un peu plus de no-let ou de stroke pour moins recommencer les points. Là. Justement, pour quelqu'un qui assisterait à une première partie de squash, qu'est-ce qui les surprendrait le plus, tu penses, d'assister à ce sport? Ah, c'est sûr que c'est la vitesse de nos déplacements puis la vitesse avec laquelle on frappe la balle. T'sais, comme toi, quand t'es arrivé ici, tu as vu que le court a de l'air très grand. Quand on voit des vidéos de squash, ça a de l'air petit, on essaie de marcher le plus possible ou de simplifier puis de rendre ça facile, mais la première fois que quelqu'un joue au squash, il voit que le terrain est grand puis tout va super vite. Là. Souvent, je voyais, c'est des trucs vitrés. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà cogné assez vite? Je pensais pas que c'est là que tu allais avec cette question-là. Non, les courts vitrés, c'est dans les gros tournois. Il y a souvent ça pour avoir des spectateurs partout autour du terrain. Ouais. C'est aussi des courts qui sont montables, démontables. Donc, on peut les mettre partout dans le monde. Donc, non, la vitre, ils ont des petits points qui font que tu peux pas vraiment voir à l'extérieur, mais tu peux juste voir à l'intérieur. Donc, quand tu es sur le terrain, tu vois pas trop à l'extérieur du terrain. Ah, mais ça, c'est le fun. Ouais. Pour vous, c'est moins distrayant. Exact, ouais. Par contre, il faut que ça soit quand même pas trop illuminé. Fait qu'on peut pas jouer dehors en plein jour. Là, il y a trop de lumière, donc ces petits points-là. Trop de réflexion, tout ça. C'est ça, tu vois à travers la vitre, mais les matchs dehors, c'est le soir, puis ça marche super bien. Là, des places iconiques qu'il y en a eu des tournois devant les pyramides. Il y a un tournoi en Égypte, ça? Ouais. Wow. C'est le plus gros Toi, pays au monde. Toi, t'as participé à ça? Ou? J'ai participé à ce tournoi-là, mais je me suis pas rendu sur ce terrain-là. Okay. Il y avait d'autres terrains ailleurs pour les premiers rounds. C'était vraiment les quarts de finale, demi-finale, finale là. Mais sinon, à Grand Central, ils mettent un terrain. À Shanghai, dans la baie, il y a un terrain. Il y a des terrains. Il y a eu un terrain proche de la Tour Eiffel aussi, à l'extérieur. Donc, c'est ça qui est le fun avec le squash. Tu peux mettre le terrain un peu partout, temporairement, pour une semaine. Ouais, c'est mobile comme installation. Fait que exact, ouais. C'est cool. Je vais te poser une question que d'habitude je pose au début, mais comment tu as découvert le squash ou comment tu en es arrivé à jouer au squash? Tu sais, c'est un sport, on le disait, qui est plus méconnu par rapport à d'autres sports, surtout dans un endroit comme le Québec où c'est le hockey puis d'autres sports comme ça qui trompent. Pourquoi toi, le squash? Ouais, c'est une bonne question. Comme beaucoup de joueurs de squash, c'est mon père qui jouait. Il a commencé à l'université de Sherbrooke. Là. C'était pas un joueur de très très haut niveau. Là. C'était pas un joueur professionnel ou rien de ça. Mais il jouait à l'université de Sherbrooke quand il allait là à l'école. Puis quand il déménageait à Québec, il a continué de jouer dans un club. Quand j'étais jeune, c'est un des sports que je faisais. Il y avait un programme junior le samedi matin au club en train où mon père était membre. Puis j'allais jouer là une fois semaine, mais je jouais aussi au soccer, au hockey, au football. J'ai fait plusieurs sports, même la gymnastique.
Mais pour moi, j'ai fait tous ces sports-là pendant assez longtemps, mais là, c'est vraiment le squash qui a cliqué avec moi, là. Puis ton père, lui, quand il jouait à l'Université de Sherbrooke, c'était de façon récréative ou compétitive? Ouais, très récréative. Là, Okay. il jouait avec des amis, puis that's it. Là, c'est le fun, c'est une bonne, c'est un bon vitrine pour le sport là, dans les universités. D'ailleurs, j'ai commencé cette année, là, on va en parler un peu plus tard, je pense, mais j'ai une blessure, puis j'ai commencé à coacher à McGill, Okay. l'équipe de squash là-bas cette année. Puis là-bas, il y a 7 ou 8 terrains, puis c'est tout le temps plein de joueurs qui sont des débutants, mais au moins ça les expose à ce sport-là qui est peut-être qui manque un peu dans l'espace public. Donc ça, c'est très bon. Puis, mon père qui a commencé comme ça en est la preuve. Là. Si je me trompe pas, McGill, malheureusement, le squash fait partie d'un des programmes qui viennent de se faire couper ses subventions, ça se peut? Exactement, ouais. Ben, pas couper ses subventions, là, parce que le squash... c'est plus reconnu comme un sport varsity. Exact, c'est ça exact, ouais. Parce que ça n'a jamais eu de subvention. C'est pas un sport qui était subventionné. C'était self-funded qu'ils appellent là-bas. Donc, c'est l'équipe qui faisait des levées de fonds ou qui avait des donateurs. Ouais. Donc, c'est ça, c'est plate pour ça parce que c'est un très bon programme. Au Canada, les femmes, c'est la meilleure équipe, puis les hommes sont 3-4, ouais. Donc, puis il y avait, je pense, 22 joueurs gars puis 15 joueurs filles sur l'équipe. Donc, quand même des très bons programmes. Moi, j'ai joué là quand j'allais à l'université. Puis là, je me suis mis à coacher cette année à cause de ma blessure. Puis ouais, ça fait mal à beaucoup de personnes qui sont allées à cette université-là pour ça aussi, là, pour le programme. Il y a beaucoup d'étudiants de partout au Canada, puis même d'ailleurs dans le monde qui ont choisi McGill pour le programme de squash. Puis ouais, là, ça va être coupé. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça va prendre ou les tournois que ça va avoir. Là, c'est à partir de la saison prochaine, mais c'est sûr que les étudiants ils travaillent fort pour que ça change. Là. Parce que c'est quoi les implications concrètes ou directes de cette décision-là? Je suis pas le meilleur pour... Je pense qu'ils vont encore pouvoir compétitionner, mais ça va être vraiment difficile de compétitionner, je pense, sous l'effigie de McGill. Fait que c'est ça, je connais pas encore tous les détails personnellement. Ouais. C'est une job, je faisais 2 pratiques par semaine là-bas, c'était pas un travail à temps plein, j'aidais l'équipe. Mais ouais, je pense que pour beaucoup de joueurs, ça leur a fait mal. Je sais que les 2 capitaines, ils prennent ça à cœur puis ils essaient de voir ça, les médias. Je pense qu'ils ont vu CBC puis Radio-Canada à Montréal pour en parler. Surtout les femmes, je pense que c'était une des seules équipes qui ont gagné le championnat canadien de McGill. Une des seules équipes sportives qui ont gagné le championnat canadien puis ils se font couper. Ouais. Pour eux, c'est... En plus, je pense qu'ils parlaient qu'il y avait une grande disparité entre le nombre de femmes puis le nombre d'hommes athlètes varsity. Donc eux, ils essaient de prendre un peu ce côté-là pour pouvoir continuer de compétitionner sous McGill. Là. Donc, dossier à suivre. Ouais, j'espère que ça va changer là. Pour le squash, mais pour beaucoup de sports. Là, on le souhaite, c'est ça, parce que je pense que c'est comme 28 sports ou quelque chose, 28 équipes c'est ça, ouais. qui ont l'effigie de McGill là, qui se sont fait couper. Fait que c'est quand même un gros morceau sportif. Exact, ouais. Même l'athlétisme, je pense, le rugby, il y a plusieurs grosses équipes, plusieurs gros programmes qui se sont fait couper. Là. Ouais, puis c'est dommage, parce que pendant ce temps-là, ben, les sports plus traditionnels, eux, sont toujours poussés vers le haut, mais là, on vient comme abaisser les autres sports alors que ça devrait pas être le cas. Fait que c'est vraiment une situation qui est désolante, là. Exact, ouais. Ouais, ça a fait mal au squash, puis je pense au sport à McGill en général. Puis là, justement, tu le disais, le squash, c'est un sport qui est plus méconnu, surtout au Québec, peut-être moins au Canada, mais plus au Québec. Pourquoi la situation est ainsi? Ah, c'est une autre bonne question. C'est dur à dire. C'est sûr que, tu sais, c'est dans des clubs privés ou c'est dans des espaces fermés, un peu comme ici. Donc, c'est dur à avoir accès au terrain. Par contre, à Québec, il y a quand même quelques endroits publics pour aller, où le monde peut aller, comme à l'Université Laval puis à la base militaire. Ouais. Mais, tu sais, faut aller un peu... Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'Université Laval au terrain de squash, mais je pense que c'est assez caché, là. C'est pas dans le milieu où que le monde... Faut le savoir. Exact. C'est là. Fait que il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas nécessairement ce sport-là. Je sais que Squash Canada essaie de commencer à publier ça un peu plus ou de mettre ça sur dans les plus gros diffuseurs télé. Je sais que quand il y a eu le championnat canadien à Montréal, ils ont fait une émission à RDS de squash, un wrap-up des finales. Mm-hmm. C'est des choses qui vont améliorer la visibilité du sport. Absolument. Mais c'est sûr que, aussi le fait que c'est très, très difficile physiquement
Peut-être que, je sais pas, comparé au sport de raquette qui est en pleine ascension en ce moment, le pickleball qui est accessible à tous. C'est le jour et la nuit. C'est ça, le squash, si tu as 80 ans ou 70 ans puis tu commences au squash, ça va être un peu rough physiquement. Ça se fait quand même, tu peux mettre des conditions puis rendre ça possible, mais c'est sûr que physiquement, c'est un sport qui est très difficile aussi. Tu sais, tu disais que c'est super rapide puis exigeant, mais justement, là, tu disais, si on est plus âgé ou en moins bonne condition physique, est-ce qu'il y a moyen de jouer sans nécessairement avoir l'aspect de vitesse ou d'office, ça va tout le temps être un enjeu? Non, il y a des façons de jouer, puis de plus en plus, je pense que la Fédération internationale de squash essaie de promouvoir ça. Il y a des balles qui se font qui rebondissent plus. La balle pro, la classique avec 2 points jaunes dessus, elle rebondit pas beaucoup parce que sinon les échanges durent une éternité. Ça devient un peu comme au racquetball où la balle devient vite, ça rebondit beaucoup, puis pour les joueurs de pro, les échanges finissent pas. Donc nous, la balle elle rebondit moins, mais c'est la balle comme que tout le monde joue avec maintenant. Tous les joueurs de pas mal tous les niveaux jouent avec cette balle-là quand ça devrait pas vraiment être le cas. Et les joueurs débutants devraient commencer avec une balle qui rebondit plus pour pouvoir justement avoir des échanges qui durent plus longtemps, une balle qui va voyager un peu moins vite aussi. Donc il y en a plein de balles qui sont faites pour ça. Mais tout le monde, c'est très rare que le monde joue avec la bonne balle, disons. Là. C'est gros comment à peu près une balle, si tu veux le mimer? Ça ressemble à une balle de golf, là, la grosseur. Ah, OK, ouais. C'est vraiment petit. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des balles plus grosses aussi pour les débutants, surtout avec les juniors qu'on va utiliser ces balles-là, qui vont moins vite, qui rebondissent plus. Là, oui, il y a des façons d'adapter le sport aussi. Il y en a des personnes un peu plus âgées qui ça aide peut-être que tu joues pas. Tu peux frapper la balle tu es obligé de frapper la balle plus haut sur le mur avant pour justement garder l'échange qui roule plus longtemps. On dirait qu'en ce moment, j'ai en tête comme quand on était plus jeune, là, des balles rebondissantes là, que tu joues avec. C'est pas mal cette grosseur-là. Ouais, c'est à peu près ça. Là. C'est gros comme ça à peu près. Là. Okay. Fait que ouais, ça ressemble vraiment à peut-être un petit peu plus petit qu'une balle de golf, mais marginalement. Ça doit pincer si tu reçois ça sur le corps? Ouais, ça pince, c'est en caoutchouc puis l'intérieur est vide, donc ça se compresse beaucoup. Ça arrive-tu à chaque match? Non, ça arrive. Non? Je dirais que me faire frapper, ça doit faire 2-3 ans que je me suis pas fait frapper par une balle. Bon, mais tant mieux. Ouais, ça arrive très rarement. Là. Tu te tasses tout le temps du chemin. Là. C'est une des règles, c'est que tu dois laisser le mur avant ouvert au complet à ton adversaire. Là. Donc, tu peux pas te placer entre la balle puis le mur avant, jamais. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est une des règles. Là, parce que c'est ça. Sinon, tu veux pas te faire frapper trop souvent par la balle. Là. Non, ça pourrait laisser des séquelles sinon. Je veux qu'on aborde aussi ton succès personnel. Ça fait quand même longtemps que tu joues au squash. Tu es 4 fois champion canadien, 4 fois de suite, 2021, 2022, 2023 et 2024. Est-ce qu'il y en a un des titres qui a été plus difficile qu'un autre ou qui t'a plus marqué d'avoir été cherché? Ouais, je dirais mes 2 premiers ont été assez durs à aller chercher. J'avais perdu des parties dans le tournoi. Les 2 finales, c'était contre le même joueur, contre un ancien très bon ami qui était coloc à moi. Les 2, on habitait à Montréal. On était les 2 sur l'équipe nationale. Donc, c'est spécial. Ouais, Sean Deliard, c'est un très bon ami. Je l'ai battu 2 fois 3-1. Une fois à Toronto dans un centre d'achat, puis l'autre fois, c'était à Vancouver sur la baie. Il avait mis le terrain à l'extérieur. On voyait les montagnes en arrière. C'était vraiment un beau setup. Puis ça a été 2 tournois qui ont été très difficiles. Les 2 autres, mon 3e championnat canadien, c'était à Montréal au Forum. Ils ont mis le terrain au Forum. Fait que c'est sûr que ça a une place spéciale. Mais les 2 derniers, j'ai gagné assez facile. J'ai pas perdu de partie, disons. Là, donc, j'ai gagné. Tu as dominé le tournoi. Ouais, ce que j'étais comme supposé de faire par rapport à mon classement. Mais disons que ça s'est très bien passé les 2 derniers. Là. Tu sais, je suis peut-être un peu arrivé vite à tes titres nationaux, mais à partir du moment où tu commences le squash puis tu te rends compte que tu aimes ça, à partir de quel moment ou quel élément fait en sorte que tu te dis « OK, là, j'ai peut-être de quoi avec le squash ». C'est un sport que j'ai toujours aimé. Puis c'est ça, j'étais à Québec en sport-études, j'étais à l'école Pointe-Lévis. Ah, il y avait ça, sport-études squash? Ouais. Okay. Il y avait quelqu'un, le père d'un de mes très bons amis, Maxime Blouin, son père Richard Blouin avait créé ce programme-là pour ses 2 enfants qui jouaient.
Donc, à chaque après-midi, j'allais au club en train au début, puis ensuite au club Montcalm jouer. Puis c'est ça, arrivé à l'âge de... J'étais là-dedans, c'est ça, de 4e année du primaire jusqu'à secondaire 3. Puis arrivé à 14 ans en secondaire 3, j'étais déjà le meilleur joueur de la région de Québec. Donc j'ai décidé d'aller m'entraîner à un centre national à Montréal où j'étais là aussi en sport-études. Puis c'est là que j'ai pris ça pas mal plus au sérieux une fois que j'ai décidé de déménager. Jeune, Ouais, quand même jeune. C'est ça, à Québec, j'étais le meilleur joueur. Donc je me disais, tu sais, si j'aime vraiment ça, ce sport-là, si je veux continuer à pousser puis à m'améliorer, je pense qu'il faut que j'aille où les meilleurs sont. Puis c'est une mentalité que j'ai toujours eue, là. J'ai ensuite quitté, j'appelle encore Montréal là où j'habite, mais donc depuis que j'ai 19 ans, je me promène un peu partout dans différents centres d'entraînement à travers la planète, là, que ce soit quand j'étais plus jeune, à partir de 19 ans, je suis allé à Bristol en Angleterre jusqu'à la pandémie. Puis durant la pandémie, je suis allé m'entraîner en Égypte où il y avait un peu moins de restrictions. Et puis comme je te disais plus tôt, c'était le meilleur pays au monde au squash, fait que je suis allé là pendant... L'Égypte? Ouais, de loin. Ouais, c'est assez spécial. Puis après la pandémie, là, depuis 3 ans, je vais à New York m'entraîner dans une académie là-bas. Là. Est-ce que tu aimes ça, cet aspect-là que, ben, premièrement, ça t'amène à voyager, mais deuxièmement, à pas être souvent chez toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui aimerait plus être chez toi ou t'aimes ça, l'aspect que tu es comme tout le temps en déplacement? C'est sûr que c'est dur, puis je suis chanceux d'avoir une blonde qui comprend ça, puis qui m'a toujours connu là-dedans aussi. C'est sûr que j'ai pas d'enfants, là, ça aide aussi. Si j'avais un ou deux kids à la maison, ça serait un peu plus dur. Ouais. Et là, c'est de quoi que, oui, j'aime faire, mais c'est dur. Là, tu sais, je passe au Québec, là, en saison normale, je dois pas être au Québec pendant 2 mois durant l'année. Là. OK, wow. Fait que, quand je suis au moins à New York, ma blonde elle vient une couple de fois me voir par année. Là, c'est pas trop loin, ça fait que ça se fait assez bien. Mais ouais, normalement, je voyage en ping-pong aux 4 coins du monde. Là, Fait qu'on se sent encore plus privilégié de t'avoir mis la main dessus ce matin puis de prendre un peu de ton temps pour que tu nous partages ta passion pour le squash. Ouais, c'est ça. Depuis 1 an, j'ai une blessure. Là. J'ai mal au genou, donc je me suis fait opérer. Là. J'ai passé toute ma rehab au Québec et à Montréal. Je m'entraîne beaucoup à l'Institut national du sport là-bas en ce moment, mais normalement, ouais, je suis ici beaucoup moins souvent. Là. Ça a dû te faire du bien quand même à travers ton processus de réhabilitation, d'avoir un peu plus de temps que d'habitude à la maison, puis de pouvoir recevoir le support de tes proches. Ta blonde t'en parlait. Ouais, ça, justement, là, il y a aussi mes 2 sœurs. Je suis rendu mon oncle 4 fois maintenant, fait que j'ai pu passer plus de temps avec mes neveux puis mes nièces. Ça, c'est le fun. Ma blonde aussi. Mais c'est ça, je suis un gars qui a aussi beaucoup d'énergie puis qui a besoin que ça bouge. Fait que rester chez nous, les jambes croisées, à attendre que j'aille mieux, c'est pas mon fort. Là. J'ai hâte de repartir puis de repartir la machine. Là. Puis là, toi, à partir du moment que tu apprends que tu dois être opéré puis que ça va te mettre à l'écart du jeu, j'aimerais ça t'entendre sur un peu la mentalité que tu abordes. Est-ce que ça t'a démoralisé ou au contraire, tu t'es dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi les étapes pour revenir au jeu? Puis... Ben, ça a été un processus qui a été assez long, trop long, puis dur, dans le sens que c'est en octobre 2024 que j'ai commencé à avoir mal. Puis j'ai fait un IRM à ce moment-là. On a pu manager les symptômes un peu jusqu'en février, de février 2025. Puis à partir de là, ça marchait vraiment plus. J'étais plus capable de jouer. C'était constamment. Puis même quand je marchais, donc j'arrivais plus à Fait qu'au quotidien, là. Ouais, c'est ça. J'arrivais à marcher, mais disons que c'était douloureux. Monter les marches, c'était douloureux. Donc, ça, c'est pas normal, là, à ton âge. Non, c'est ça. Puis surtout, comme je te disais, un gars qui aime ça bouger comme moi, pour vivre le reste de ma vie comme ça, je me voyais pas. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. Donc là, j'ai approfondi ça. J'ai eu une injection de PRP qui est ton plasma centrifugé qui te met où tu es supposé d'avoir une douleur. Le problème, c'est que ça a été traité comme une tendinite au début. Ils pensaient que c'était ça le problème, une tendinite du genou. Tandis que c'est ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu l'injection, ça a pris comme deux mois off. Après, je suis retourné au jeu graduellement, ça s'était pas amélioré.
Je suis retourné faire un autre IRM. Le radiologiste qui a lu les images a vu un peu a fait la même chose, de tendinopathie ou tendinite du genou. Puis moi, j'étais comme, j'ai trop mal. Ça fait des mois, je fais tout ce qu'il faut, la physiothérapie, j'ai fait des injections, j'ai des orthèses, tout ce que tu veux. Plusieurs spécialistes, ça marche pas. Fait que là, je suis allé voir un médecin sportif que je connaissais avec mes images, que lui m'a référé à un chirurgien orthopédique qui était là en clinique à ce moment-là. Puis il a vu les images, puis il a dit non, t'as un morceau d'os qui est arraché, t'as une fracture d'une maladie que j'avais quand j'étais jeune, une maladie de croissance qui s'appelle le Osgood-Schlatter. Donc j'ai une fracture dans le haut du tibia ou dans le bas du genou, là, dans la connexion entre les deux. Puis c'est sûr que c'est ça qui me faisait de la douleur. Donc une fois que j'ai su ça, ça m'a comme soulagé. Je sentais que, OK, au moins là, il y a un chemin que je dois prendre, puis il y a des étapes claires à suivre. OK, tu dois te faire opérer, après ça, tu dois faire le protocole, puis tu vas revenir au jeu, puis tu vas être correct, puis tu vas peut-être être même mieux qu'avant. Parce que c'est de quoi que j'avais depuis longtemps qui me... Maintenant, dans ma rehab, je me rends compte que ça me limitait beaucoup plus que je pensais. J'évitais des positions inconsciemment sur le terrain pour ne pas avoir de la douleur. Là, puis ça fait quand même longtemps que j'ai ça. Donc, je pense que, en tout cas, peut-être je suis trop positif, mais j'ai l'impression que ça va peut-être m'aider à mieux me déplacer puis mieux me sentir sur le terrain. Ouais, tu penses que tu es dans une position où tu vas pouvoir revenir plus fort puis peut-être même une version améliorée de David? Ouais, j'espère. Là, dans ma rehab, ce que je fais en ce moment, je suis capable de lever puis de faire plus avec ma jambe droite que je le faisais avant la blessure déjà. Puis je suis pas revenu à 100% encore. Donc, pour moi, c'est du positif. Puis même quand je me déplace sur le terrain, j'arrive à comme accepter des positions qui sont inconfortables que j'aurais pas acceptées avant ou que je me serais pas mis dans ces positions-là avant. J'ai l'impression que c'était inconsciemment pour pas avoir de la douleur. Là. Comme mon cerveau aurait créé des patterns pour éviter de me mettre dans des positions qui font mal. Là. Fait que comme on dit, des fois, ça prend comme des pas de recul pour pouvoir aller plus loin. Fait que ça semble que ce serait le cas pour toi. J'espère. Peut-être que je suis trop positif, là, mais j'espère que c'est le cas. Là. En tout cas, c'est ça, ma jambe droite, je me suis fait opérer, ça va quand même super bien. Là. Je fais beaucoup d'exercices. C'est sûr qu'on focus beaucoup là-dessus, mais je lève, puis je dirais peut-être quasiment 50% de plus que je faisais avant la blessure. Là. Donc, avant, j'étais très, très limité dans ce que je pouvais faire, même dans le gym. Là. Donc, j'essayais d'ignorer ça ou de pas prendre ça en compte. Je faisais mon possible pour que ça s'améliore, mais ça s'améliorait pas vraiment. J'avais toujours comme cette douleur-là qui était latente puis qui était toujours là. Donc, je pense que j'ai créé des patterns de déplacement sur le terrain qui évitaient certaines positions, là, ce que j'espère ne plus avoir à faire. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais tu fais partie du circuit professionnel de squash, circuit mondial. Est-ce que dans un cas comme le tien où tu t'es blessé, est-ce que l'organisation du circuit appuie les joueurs ou tu n'as comme pas de rémunération parce que tu participes pas à des tournois? Je ne sais pas si tu as le droit de rentrer là-dedans, mais... Ouais, oui, on a le droit. Là. C'est très... style entreprise privée, le circuit professionnel. Ouais. J'imagine que ça doit être la même chose au tennis, mais t'es laissé à toi-même. Tu n'as pas de paye, rien. Là, tu fais de l'argent si tu gagnes, dépendamment de comment tu finis dans le tournoi. Il y a des tournois de différentes grosseurs, puis dépendamment de où tu finis dans le tournoi, tu as un pourcentage de ce prize money-là. Donc, c'est ça. Non, t'as que dalle. T'as rien du circuit pro. Fait que t'es comme coupé de ton salaire en plus en ce moment. De ça, ouais. Par contre, le gouvernement du Canada qui appuie les athlètes, ça, tu peux garder tes bourses si t'es blessé ou si tu prouves que tu as une blessure. Okay. Donc ça, au moins, c'est encore là, mais c'est sûr que financièrement, c'est un moment qui est pas mal plus tough. Par contre, je dépense peut-être un peu moins. Ouais. Je vais plus m'entraîner à New York, que je prends beaucoup moins l'avion où j'ai pas d'hôtel à payer. Donc ça aide, mais c'est sûr que ouais, j'ai plus aussi de revenus comme avant. T'as hâte de regagner un tournoi, là. Ouais, c'est ça. J'ai les premiers tournois que j'ai en vue, là, j'espère bien faire. Là. C'est prévu pour quand ton retour dans le meilleur des mondes? Ça serait début février, là. Fait que ça approche, là. Dans un petit peu plus qu'un mois, ouais. Un bon début d'année 2026. J'espère, ouais, c'est ça mon but, là. Au début, c'était peut-être mi-janvier que j'espérais, mais j'ai eu une couple de problèmes dans d'autres muscles, l'adducteur du côté droit dans ma rehab, donc ça m'a ralenti un peu, mais là, je me sens très bien physiquement, puis c'est ça, le début février, c'est le but, là. Ouais, puis j'imagine qu'après une longue période d'absence, tu veux pas non plus précipiter ton retour
puis possiblement te reblesser. Là, tu vas être vraiment à 100%. C'est ça. C'est sûr que si jamais il y a un problème qui arrive avec mon genou encore, ça serait un problème qui serait très grave. Là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué avec le tendon patellaire, donc il y a toujours un risque que ça redéchire. Donc, si ça arrive, ça serait vraiment, vraiment dramatique. Fait qu'il faut pas que ça arrive. Ouais. Fait que même si je me sens bien, je m'entraîne ces temps-ci, tout va bien sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Mon coach, mon entraîneur physique, les deux sont comme ils essaient de garder le break-à-bras quand même un peu parce que si c'était que de moi, j'ai ça dans moi, je veux pousser la machine. Mais ouais, je pense que je suis assez bien suivi, je suis très bien suivi, puis c'est ça, on suit les protocoles, puis on fait attention là, pour pas justement retourner au jeu parce que tu sais, j'ai déjà manqué 11 mois, là, fait que manquer 11 mois ou manquer 11 mois et 2 semaines, à ce point-là, ça ne dérange plus grand-chose. T'en parles beaucoup aujourd'hui, mais cette drive-là, ce débordement d'énergie, est-ce que ça provient de tes parents? C'est un trait de caractère qui est propre à ta famille ou c'est vraiment toi qui a toujours été une petite boule d'énergie? Oui, c'est sûr que mes parents, ils en ont beaucoup, puis ils m'ont aidé là-dedans aussi. Quand j'étais jeune, je sais pas si moi je ferais ça avec mes enfants, là, mais quand j'étais jeune, comme je te racontais, j'étais en sport-études, je jouais au squash l'après-midi. Puis après, je retournais à l'école, je faisais souvent les mini-corsaires. Les corsaires au football, c'était l'après-midi après, donc après l'école, donc de 4 à 5, directement après l'école. Puis souvent, j'avais des pratiques de soccer le soir de 7 à 8. Mon Dieu! Fait que, ouais, j'ai ça. C'est ça, quand je pense à ça, je dis, Colin, mes parents, ils étaient intenses. Mais ils savaient que moi, j'aimais ça, faire du sport, puis j'avais besoin de me dépasser. C'est un peu ça qui m'a aidé aussi dans ma carrière à l'école, là, parce que arrivé en 4e année, j'avais pas mal d'énergie, puis j'étais un des tannants de la classe, mettons. Là, fait que c'est pour ça que mes parents ont décidé de me mettre en sport-études pour brûler de l'énergie. Puis il y a beaucoup de liens qui se font entre ça. Là, t'es pas le seul dans cette situation. Ça m'a vraiment aidé. J'ai été chanceux que j'avais toujours eu des bonnes notes puis une certaine facilité, donc j'ai pu justement aller en sport-études puis brûler de l'énergie de cette façon-là. Là. Je voyais que sur le circuit, tu as atteint un classement de 39e mondial. Tu dirais que c'est quoi qui te séparait du top 10, disons, puis la position où tu étais qui est déjà très bonne? Au squash, c'est tout le temps la même affaire. Là. C'est la pression puis comment tôt tu es capable de prendre la balle. Donc, tu essaies d'enlever du temps à ton adversaire toujours. Puis c'est cette façon-là que les meilleurs joueurs ont de comme te suffoquer puis de tout le temps te mettre dans le trou. T'as jamais tout le temps comme en train de te noyer quasiment. Tu essaies tout le temps de ralentir le jeu, d'avoir un petit peu de temps puis de pouvoir relaxer, tandis qu'ils mettent la pression sur toi. Ils sont l'agresseur là, pendant l'échange. C'est ça, ils prennent la balle tôt, ils te laissent jamais le temps de te replacer. Puis c'est sûr que c'est ça, à tous les niveaux de quelqu'un qui serait 100e mondial et dirait la même chose de moi. Puis moi, c'est ça qui me différencie du top 10. Tu peux les tenir un peu, mais c'est ce niveau d'intensité-là que ces meilleurs joueurs-là sont capables de toffer très, très longtemps comme ça. Là. Tu sais, au tennis, on parle souvent de Nadal, Federer, Djokovic, Murray, qui ont comme régné sur le monde du tennis pendant des décennies. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça aussi sur le circuit du squash qui sont là depuis longtemps ou qui ont été là pendant longtemps, qui ont tout raflé pendant des années? Ouais, peut-être moins qu'eux en termes de longévité. Là. C'est quand même... je dis pas que le tennis c'est pas rough, c'est très rough physiquement, mais le squash aussi, c'est très rare de voir des gars comme passer 34-35 ans qui sont au top du sport, mais il y en a qui s'entraînait, où je m'entraînais justement en Angleterre, Mohamed El Shorbagy, un Égyptien que lui pendant 10 ans il a été pas mais 1-2 mondial, là, mettons. Là. Puis lui, tu l'as déjà affronté? Ouais, c'est une des raisons pourquoi j'allais en Angleterre m'entraîner, c'est pour m'entraîner là où il était, lui et son frère. Donc oui, on a joué ensemble une couple de fois sur le circuit pro aussi. C'était impressionnant, mais en même temps, tu sais, c'est des humains, puis quand tu vois ces gars-là s'entraîner, justement en allant m'entraîner avec eux, tu vois, OK, tu sais, ce qu'il fait, c'est différent de moi un peu, mais en même temps, il fait juste les bonnes choses tout le temps, 24/24, il est focusé sur son sport. Donc, tu apprends beaucoup de côtoyer quelqu'un comme ça qui est comme à l'apogée de ton sport? C'est certain, ouais, c'est certain, puis tu sais, tu vois que sa mentalité aussi, c'est différent un peu, là, c'est ça. Tu le vois peut-être dans les joueurs du top 5 au squash, en tout cas, surtout dans le top 5, où les grands champions, là, tu vois qu'ils ont quelque chose de différent, puis c'est comme
ils dissocient pas vraiment leur vie puis le sport, là. C'est vraiment comme, c'est All in dans sur le eux, puis squash, c'est là. la seule Ouais. chose qu'ils pensent 24 sur 24, là. Fait que Ouais. c'est impressionnant à voir, puis en même temps, tu dis, OK, tu sais, le niveau de focus qu'il y a, si moi je veux atteindre ce niveau-là, c'est ce que je dois avoir, là. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à dédier à ton sport ou t'es comme. Ouais, Tu laisses une certaine distance? Tu sais, j'essaie, ouais, c'est de quoi que j'essaie de faire, mais c'est ça, c'est dur, puis je pense que c'est pas de quoi que c'est dur de façonner ça aussi, là, c'est comme tu nais avec ou tu nais pas avec, là. Ouais. Lui, tu sais, t'entends des histoires que quand il était en 3e, 4e année au primaire, il allait s'entraîner à 6 heures le matin tout seul, tu sais, il marchait au court puis il allait à cet s'entraîner, âge-là, c'est ça. Fait que tu sais, c'est le genre de choses que tu dis, OK, ouais, vraiment, c'est built different, là, c'est un animal différent. Mais, tu sais, même moi, je m'entraîne fort puis il n'y a pas une journée que je vais pas m'entraîner puis c'est tout le temps dans ma tête, mais tu sais, ouais, en tout cas, ces gars-là, c'est dur à compétitionner avec ça, mettons, là. Puis, dans le fond, les tournois, là, avec le classement mondial, la manière que ça marche, c'est comme il y a un tirage, puis là, selon ton classement, Ouais, c'est un peu comme au tennis, le circuit pro. Donc, tu as des tournois de différentes grosseurs partout dans le monde. Il doit y en avoir 5-6 par semaine, des tournois, dépendamment de toutes les différentes grosseurs. Fait qu'il y a des plus petits tournois, puis les gros tournois, il doit y en avoir peut-être un par semaine. Donc, ça, ouais, dépendamment de quand tu t'inscris, il y a une date, je pense que c'est ma affaire au tennis, il y a une date que le tournoi ferme. Ouais, Mettons, limite. c'est ça, tous les tournois les tournois au mois de février vont fermer, mettons, pour la semaine prochaine. Puis c'est la même heure partout dans le monde. Là, tu décides dans quel tournoi tu t'inscris. Puis souvent, les tournois, c'est des tableaux de 24 joueurs. Donc, ça va être les 24 meilleurs inscrits dans le tournoi qui vont rentrer dans le tableau. Puis après, à l'intérieur de ça, tu as comme les 8 premiers vont avoir un bye. Puis les 16 autres, ils vont jouer un match préparatoire de qualif pour aller jouer contre les 8 premiers après. Puis, est-ce que c'est comme au tennis que le classement, disons que tu participes à un tournoi, l'année d'après, tu dois défendre tes points ou ça fonctionne pas comme ça? Comment les points se. Ouais, c'est exactement comme ça. Fait que c'est sur une base annuelle. Ils vont prendre tes 16 meilleurs. Tes 11 meilleurs tournois sur 16. Donc, tu vas jouer à peu près 16 tournois dans l'année. Puis ils vont prendre tes 11 meilleurs résultats puis te faire une moyenne. Puis c'est ça qui va te donner ton classement. Donc, dépendamment de comment tu as fait l'année d'avant, c'est ça, tu dois défendre tes points de l'année d'avant pour pas les perdre, mettons, là. Est-ce qu'il y a un championnat de fin de saison? Il y a un championnat de fin de saison, oui, pour les 8 meilleurs joueurs, mais il y a aussi un championnat du monde qui est le plus gros tournoi au monde, qui est aussi pas mal à la fin de la saison, là. Fait que ça, tu as participé à ça plusieurs fois? Ouais, le championnat du monde, ouais, 4 fois, je pense. Ouais. Ce serait quoi, tu dirais, une fois que tu vas être revenu au jeu, ton objectif principal? Ben c'est sûr que là, le squash est rentré aux Jeux olympiques, fait que de loin, c'est ça que, comme toute ma rehab... Ça va être la première fois, là, en 2028? Exact, ouais. Wow, c'est vraiment bon pour le sport, ça? Exact. Fait que ça, c'est super bon. Ça crée un hype autour du sport. Donc oui, ça, c'est sûr que c'est le gros objectif. Fait que quand on parlait de retour au jeu hâtif ou pas, avant, ça aurait peut-être été plus facile de pousser, de dire, OK, je veux pas perdre mon classement mondial maintenant, puis je veux revenir au jeu vite. Tandis que là, c'est comme, OK, le gros objectif, c'est les JO. Là. J'ai pas, si je perds 10 positions de plus dans le classement mondial, que mon classement, quand je revienne, soit 130 ou 140, c'est pas ça mon niveau. Puis c'est pas dans le big picture, ça change pas grand-chose. C'est ça. Ben, en tout cas, j'espère. Là. Fait que c'est mieux vaut être plus préventif puis faire attention. Mais ouais, le gros objectif, c'est sûr que c'est les JO. Mais pour le reste de la saison, c'est sûr que ça va être de gagner le championnat canadien à la fin de l'année. Ça c'est quoi que je suis fier d'avoir gagné 4 fois de suite. L'année dernière, malheureusement, j'ai pas pu participer à cause de ma blessure, mais là, je veux continuer de m'imposer comme le meilleur joueur au Canada. Ça devient une norme pour toi de montrer que tu es vraiment le meilleur au pays? Exact. J'avais en tête de le gagner 8 fois de suite. La première année que j'ai gagné jusqu'au JO. Je pense que ça n'avait jamais été fait au Canada, donc c'est quoi que j'avais en tête. Puis je pense que j'aurais égalisé Jonathan Power, qui était le meilleur joueur de tous les temps au Canada, un ancien champion du monde, le seul qu'on a eu au Canada. Oh wow! Donc c'est quoi que j'avais comme en tête à chaque fois que je le jouais. Mais là, avec ma blessure, j'ai comme dû abandonner cet objectif-là, ce qui est correct aussi. Ça arrive dans la vie d'athlète, puis au squash, ça arrive des blessures. C'est dur comme sport, mais
Ouais, le championnat canadien, ça a toujours eu une grosse importance pour moi. Puis justement, pour me réaffirmer en tant que meilleur joueur au Canada, là, ouais, qu'il n'y ait plus de questions. Là. C'est ça. C'est moi le meilleur. Ça prend quoi concrètement pour te tailler une place aux Olympiques? Dans le fond, il faut que tu sois sur l'équipe olympique canadienne ou tu dois être sélectionné par un comité pour participer au tournoi des Olympiques? C'est ça. C'est dur à répondre comme question. On n'a pas encore les critères de qualification exacts encore. Ça devrait sortir sous peu. Ouais, au début de l'année, ça devrait sortir, mais comme les critères sont pas encore sortis, puis le squash n'a jamais été au JO, on n'a rien sur quoi se baser encore. Donc, il y a beaucoup de spéculation, mais je pense que ça va pas avoir rapport à Squash Canada tant que ça. Là. C'est moi qui vais devoir me qualifier. Le circuit mondial, disons, le classement, tout ça. Parce que ça, c'est dans 2 ans et demi. Exact, c'est les Jeux de été 2028. Ouais. C'est juillet 2028. Fait qu'il reste encore du temps, mais on sait que ça passe tellement vite, ça va arriver vite. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même pas un mauvais moment pour ma blessure. Puis c'est un moment aussi que je voulais régler ce problème-là. Je voulais pas que ça reste comme latent pendant 2 ans, puis là, ça arrive avant les JO, puis là, je peux même pas essayer de me qualifier. C'est de quoi qui rêverait toute ma carrière. On n'avait même pas l'occasion de pouvoir penser d'aller au JO. On espérait plusieurs fois. Ouais, là, c'est accessible, c'est là. Donc, vraiment, puis je suis pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs qui bâtissent un peu leurs 2-3 prochaines années autour de ça, c'est sûr. Est-ce que tu dirais que l'objectif, c'est d'avoir l'expérience puis de participer aux Olympiques ou à partir du moment où tu te qualifies pour les Olympiques, ce serait comme, OK, pourquoi pas aller gagner une médaille? Ouais, c'est sûr que c'est ça. Gagner une médaille, ça va être difficile, mais comme avec ma personnalité, je me vais pas aller au JO puis dire, OK, je vais au JO pour faire le party puis juste jouer un match puis perdre. Tu vois là, non, t'as le couteau dans les dents. C'est sûr que tu veux gagner une médaille. Là, c'est de quoi d'aller au JO, mais de gagner une médaille, c'est encore plus... d'être olympien ou d'être médaillé olympique, c'est pas la même affaire. Ouais. Fait que, non, c'est sûr que si j'y vais, c'est pour essayer de gagner une médaille. Là. C'est quoi ta relation à toi avec le fait de représenter le Canada sur la scène mondiale à travers ton sport? C'est quelque chose que tu fais fièrement? Oui, j'ai toujours aimé représenter le Canada. On le fait à quelques reprises dans l'année. Quand je joue sur le circuit professionnel, je représente pas vraiment le Canada. C'est comme un peu au tennis. Là, tu te représentes toi-même. C'est David Baillargeon et j'ai un drapeau du Canada à côté de mon nom, mais that's it. Fait que je le représente au championnat panaméricain puis au championnat du monde, aussi aux grands jeux, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux du Canada. Puis c'est tout le temps des grandes occasions où on rencontre d'autres pays. Fait que pour moi, c'est tout le temps de quoi que j'aime. Dernièrement aussi, j'ai été premier au Canada. Donc souvent, quand tu représentes le pays, c'est souvent par équipe. Donc, comme je t'expliquais plus tôt, c'est le premier du pays joue contre le premier de l'autre, le deuxième du pays, mettons, si on joue contre les États-Unis, 2 au Canada joue contre le 2 aux États-Unis, puis le 3 contre 3. Donc, pour moi, de jouer 1 pour le Canada, ça a toujours été de quoi que j'aime faire. C'est une position qui est pas difficile parce que tu joues contre qui est pas facile parce que tu joues contre les meilleurs de tous les autres pays tout le temps. Donc, tu es tout le temps contre la crème de la crème dans le monde, qui était pas le cas quand je commençais sur l'équipe nationale. Mettons, souvent, tu peux jouer 3e. Si tu joues en position 3, ça arrive qu'il y a des pays qui sont un peu moins forts en 3, tandis qu'en 1, tous les pays sont forts pas mal tout le temps. Donc, tu as tout le temps un gros match. Puis, souvent, dans ces compétitions-là, le joueur numéro 1 est tout le temps obligé de jouer. Donc, il va jouer soit le premier match ou le deuxième match pour que le numéro 1 ait tout le temps de la valeur dans la rencontre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si le 3e match, des fois, il n'est pas joué. Si tu gagnes 2-0, mettons, fait que le numéro 1 va toujours jouer un des 2 premiers matchs. Donc, tu vas tout le temps avoir des gros matchs. La dernière fois que j'ai représenté le Canada au championnat du monde, on a eu 6 matchs. J'ai joué les 6 matchs. J'ai pas une journée de repos. C'est quoi qui est dur, mais c'est de quoi aussi que je prends de la fierté. Puis justement, les coachs savent qu'ils peuvent compter sur moi puis que je vais donner mon 110% à chaque fois. Puis qu'ils peuvent me mettre dans le line-up toujours. Puis ils ont pas je vais pas avoir de journée off ou de journée que ça me tente pas. Ils sont pas stressés quand t'es sur le terrain. Ouais, ils savent que je vais donner tout le temps tout ce que j'ai, là. Tu disais, c'est un sport qui est très pratiqué dans les pays du Commonwealth, surtout. Est-ce que tu sais d'où ça vient, le squash, exactement? Ouais, c'est un sport anglais. Fait que c'est pour ça que c'est justement dans tous les pays du Commonwealth. Je pense que ça a commencé dans des prisons en Angleterre. Ah ouais, dans des prisons? Je pense
Parce qu'ils sont entre 4 murs. Ouais, c'était avec des raquettes de tennis puis des balles de tennis brisées sur un mur de prison. Puis c'est comme ça que ça a comme commencé. Puis depuis ce temps-là, ça fait longtemps que ça existe. Là. Il y avait un terrain de squash sur le Titanic. C'est un sport que ça fait quand même très longtemps que ça existe. Les règles ont changé un petit peu, les dimensions du terrain. Mais overall, c'est un sport, britannique qui s'est globalisé. Là, tu peux jouer au squash, c'est pas super connu, mais c'est joué partout aux quatre coins de la planète. Là, j'ai joué des tournois en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Pakistan, partout. Là, wow, au Pakistan, partout. Ouais. Ça a été quoi comme expérience? C'est spécial, mais c'est ça. C'est un ancien sport britannique. Donc, eux, c'était une colonie britannique. Donc, ça a été de loin le meilleur pays au monde dans les années 80. C'était joué partout. Il y avait le meilleur joueur de tous les temps, c'était un Pakistanais. Donc, ils ont quand même une très bonne tradition de squash. Fait que ça t'apporte aussi dans des pays ou des... Que tu n'aurais jamais visité d'autres façons. C'est ça. Fait que le Pakistan, c'est 1-2. Fait qu'une expérience quand même positive d'avoir été là-bas? Ouais, je dirais très positive. Après, c'est pas l'expérience... on va pas dans la maison de monsieur, madame, tout le monde. C'est quand même, on est à l'hôtel puis on est super bien traité. C'est quand même, je sais pas, l'expérience du Pakistanais moyen, disons, là, qui se promène en moto. En tuk-tuk c'est ça. Mais ça doit être dépaysant quand même de se retrouver là-bas. Ouais, exact. Très dépaysant. On arrive à l'aéroport, puis c'était comme l'escorte policière. C'était un tournoi d'exhibition, en plus un tournoi de démonstration. Puis c'est ça, t'arrives, failli manquer mon vol en plus. Puis t'arrives, il y a comme un convoi de 30 personnes qui sont là pour toi avec l'armée. Ils ont 5-6 autos de l'armée, t'es dans un Jeep. C'est, comment on dit ça, traitement présidentiel? Ouais, pas mal. Je m'attendais pas à ça. Normalement, quand tu vas sur le circuit pro, t'es tout seul. T'arrives dans un pays, t'es là, t'es tout seul. Faut un peu low-key. C'est ça. Tu te rends à l'hôtel tout seul, t'essaies de trouver ton chemin. Des fois, c'est pas trop facile, mais là, c'était un tournoi de démonstration comme d'exhibition, puis on était traités. C'était dans quelle ville exactement? Ça s'appelle Multan, là, une petite ville au Pakistan. Ouais, c'était vraiment c'était comme le prince de la région qui était là, puis qui adore le squash, puis qui a fait, il y avait un terrain vitré à l'extérieur d'un bel hôtel, il y avait des fontaines tout autour. Là, c'était vraiment un truc spécial, mais ouais, justement, d'être pro de squash, ça te permet de vivre des expériences comme ça. Là. Ben oui, clairement. Puis une des expériences que tu as vécues, notamment, tu as participé aux Jeux panaméricains à Santiago. Santiago, c'est au Chili, si je ne me trompe pas. Exact. Ça, c'était en 2023. Ouais. Vous avez remporté la médaille de bronze, l'équipe canadienne en équipe. Ouais. Est-ce que pour toi, remporter une médaille individuelle, ça a plus de poids qu'une médaille en équipe ou ça représente une énorme fierté aussi? L'équipe, ça a été une énorme fierté, je dirais, parce que c'était à la fin du tournoi, donc j'avais pas réussi en individuel ni en double à gagner des médailles, donc c'était ma dernière chance. On jouait contre les États-Unis en quart de finale. Donc c'est une grosse rivalité. C'est ça, c'est une grosse rivalité. Eux, ces temps-ci, c'est le deuxième plus gros pays au monde en squash. Ils ont beaucoup de terrains qui se bâtissent un peu partout. À cause des universités américaines, c'est très populaire là-bas, le sport. Donc, c'est un très gros match. Nous, on était de loin les underdogs là-bas. Donc, on commence, puis notre joueur numéro 3, qui a 37 ou 38 ans dans le temps, c'est un joueur qui jouait plus sur le circuit pro, mais qui est encore très un bon combattant, puis il va rendre ça tough. Graham Schnell, un gars de Calgary. Il est allé contre le 50e joueur mondial, puis il a gagné le premier match. Ça a dû donner un gros boost. C'est ça. Puis moi, comme en tant que numéro 1, je jouais après lui. Donc, c'est ça, je jouais contre le numéro 1 des États-Unis. Puis c'était un immense match. On savait qu'on allait sûrement perdre en 2. Donc, je savais que je devais gagner ce match-là. Ouais. Puis, c'était un immense match. C'est toi qui as clôturé ça. Puis wow, OK, nice. Ouais, ça a été une des belles victoires de ma carrière. Je dirais, battre les États-Unis comme ça. Moi qui ai le dernier match. En plus, je venais 2-0. Je perds la 3e, la 4e. Fait que l'autre, il revient, c'est 2-2. Manche décisive. Finalement, ouais, j'ai réussi à gagner la 5e dans un gros match. Fait que, ouais, ça a été un des moments que je vais le plus me rappeler de ma carrière. Là. Puis est-ce qu'il y a des gros tournois où tu as déjà remporté des tournois en simple? Ouais, j'ai remporté 7 tournois pro dans ma carrière. Ça arrive dépendamment de la grosseur. Là, le plus gros que j'ai gagné, c'est les grosseurs, c'est en termes de bourse. Donc, c'est un 20 000 $ de bourse, la bourse totale US.
Puis ça a été à London, en Ontario, là, un des plus gros tournois qu'il y a au Canada. C'est un tournoi qui est là depuis, je pense, 20 ans, 25 ans. Puis je l'ai gagné en 2023 aussi. Ouais, 2023-2024, je pense. Si c'est pas trop indiscret, là, les bourses des plus gros tournois, ça peut ressembler à quoi, le vainqueur finaliste? Fait que le plus gros tournoi au monde, le championnat du monde, la bourse totale, c'est 1,1 ou 1,2 million US au total. Fait que ça, tu sais, passé entre gars et filles. Les gars, c'est la moitié. Fait que 650 000. Le gagnant va faire 17 % de ça. Fait que je pense que c'est autour de 100 000 mettons, US pour gagner le championnat du monde. Quand même. C'est quand même, c'est ça, c'est pas pire, mais c'est moins que une première ronde au US Open en tennis. Là, ouais, je pense que c'est rendu comme 250, 300 000. Ouais, quelque chose comme ça. Fait que tu dis, OK, le champion du monde, il fait moins que si t'es première ronde au US Open au tennis. Ouais. Fait que, ça, c'est le plus gros tournoi. Là. Après, des tournois, il y en a de toutes les grosseurs. Là. Les plus petits, c'est 3 000 US en bourse. Donc, le gagnant va faire 17 % de ça. Fait qu'il fera pas grand-chose. Ouais, 500-600 US. Là. Fait qu'il faut gagner pas mal là, pour pouvoir s'en sortir. Ouais, c'est ça. Il faut que tu t'atteignes un certain niveau. Là. Sinon, il faut que tu aies des aides d'ailleurs. Il y en a beaucoup de joueurs qui coachent aussi. Il y a des joueurs en Europe. Surtout ici, c'est un peu moins le cas, mais il y a des ligues en Europe dans tous les pays. Okay. Donc, moi, quand j'étais en Europe, je jouais dans 4 ou 5 ligues, là, je pense, en même temps. Okay. Fait que ça, tu joues comme la fin de semaine ou le mardi, tu vas en Allemagne jouer un match, puis tu reviens ou t'entraînes. Là, si tu gagnes le match, tu repars avec un chèque. Souvent, tu as un chèque, il te donne un certain montant, il paye ton vol, il te donne un montant pour le match, tu as un bonus si tu gagnes, puis tu t'en retournes le lendemain matin. C'est quand même pas pire. En Europe, ouais, c'est très populaire. Il y a beaucoup de gars qui font ça pour justement avoir un supplément de revenus. Là, parce que c'est pas facile. Là, tu gagnes un peu, tu joues 16-17 tournois dans l'année pro, tu fais un peu d'argent comme ça, mais pas mal tout le monde a d'autres façons de faire de l'argent aussi, là, parce que ça paye pas assez sinon. Là. J'imagine que à mesure que le sport va prendre de l'ampleur, surtout là, avec les Olympiques, on voit souvent ça, là, que ça a un impact très positif sur comme l'engouement, les taux de participation, tout ça. Peut-être que les bourses vont monter éventuellement. Oui, c'est ça. Les bourses, ça augmente comme à chaque année, ça augmente je pense que la PSA, l'Association mondiale, dit que les 2-3 dernières années, ça a augmenté de, je pense, 17-18 % la bourse totale qu'ils donnent. Donc, c'est quand même c'est positif, ça va dans la bonne direction. Ça monte plus que l'inflation ou qu'une croissance normale, mettons, mais ouais, c'est sûr que quand même, surtout c'est bon pour les top joueurs, c'est eux qui touchent le plus, mais plus que tu descends dans le classement, plus que c'est tough. Là. Si mon premier tournoi, là, ça va être un 9 000 $ en bourse, donc si je pars en première ronde, je vais faire 100 $. Là. Ça paye pas le billet d'avion. Non, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est une convention, dans le fond, qui est négociée entre, pas le syndicat, mais comme l'organisation puis les joueurs, puis là, vous avez signé une entente pour les conditions que vous avez? Ou? Non, il n'y a pas vraiment d'entente. C'est comme c'est une association de joueurs, là, la PSA, là, c'est la propriété des joueurs, c'est pas une entreprise privée. Là, mais c'est ça, il y a du monde en Angleterre qui sont, je pense, une 15 ou vingtaine d'employés. Puis eux, ça, ils déterminent les règles. Puis c'est une des règles, c'est la grosseur des tournois. Tu as un certain nombre de points par grosseur de tournoi. Fait que c'est souvent les 3 000 $ en bourse, 6 000, 9 000, 12 000. Ça monte jusqu'à le championnat du monde qui était à 650 000. Mm-hmm. Fait que ça, c'est déterminé en Angleterre par la PSA. Puis le split entre les joueurs, c'est la même chose pour tous les tournois. Là. C'est comme, dépendamment de comment il y a de joueurs dans le tournoi, il y a la même grille. Puis ça va être, je pense, c'est 17 % au gagnant. Puis en première ronde, tu vas faire 0,5 % de la bourse. Ah, c'est très peu. Fait que, ouais. David, tu as 29 ans en ce moment. Puis tu le disais, tu sais, les joueurs, tu joues pas nécessairement jusqu'à 45 ans là, sur le circuit professionnel. Est-ce que tu as établi un moment où, tu sais, là, il y a les Jeux olympiques en 2028. Est-ce que tu voudrais comme que 2032, tu participes aux Olympiques puis ça marque la fin de ta carrière? Est-ce que tu as déjà pensé à tout ça ou pas vraiment? Ah, c'est sûr que tu y penses souvent puis toujours. Là, justement aussi, à cause qu'on fait pas une fortune. Là, si je faisais 2-3 millions par année, peut-être que je vais continuer à faire ça jusqu'à temps que ça pète. Là. Ouais. Mais là, non, tu sais, t'as tout le temps ça dans ta tête, tu dis, OK, c'est plus dur financièrement, puis tu vois tes amis, des fois qui commencent à avoir une vie, puis à 29 ans, tu commences à avoir une job qui a de l'allure, puis faire de l'argent, puis
moi, ça dépend des mois ou ça dépend de comment je performe, mais si ça va moins bien, ça va moins bien. Là, fait que tu es exposé à ça. Fait que oui, tu y penses tout le temps. C'est sûr qu'après les JO, je vais repenser à voir si je fais un autre cycle olympique de 4 ans. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes olympiens qui disent ça, puis maintenant, je le comprends. Mais là, c'est sûr que jusqu'au JO, c'est le focus là-dessus à 100%. Là. Parce que là, 2032, ça t'amènerait à 36 ans. 36, ouais. Okay. Ouais. Ouais. Le squash, je suis pas certain d'être au jeu de 2032 aussi. Parce que mais pourtant, c'est dans un autre pays du Commonwealth. C'est ça. Fait que c'est un avantage. Faut que tu sois là 3 ans de suite, 3 JO de suite pour être un sport qui appelle core puis rester toujours. Ouais. Mais oui, en 2032, c'est à Brisbane en Australie. Donc, c'est un avantage, c'est certain. Il y a beaucoup de squash en Australie. Et là, ils ont commencé à faire un très gros tournoi à Brisbane aussi à chaque année, un des plus gros tournois au monde. Pour faire grossir le sport sur place. Puis créer de l'engouement, puis montrer que à Brisbane, le squash, le monde aime ça. T'sais. Fait que il y a beaucoup de chances que ça ait le choix, mais c'est pas encore garanti. T'sais, un sport comme le break dance. Qui était là à Paris. C'est ça, ils savaient qu'ils n'allaient pas être à LA avant les Jeux de Paris. T'sais. Fait que nous, on va savoir je pense qu'on va savoir si on est à Brisbane avant les Jeux de LA. Parce que ces genres de décisions-là sont faites quand même beaucoup d'avance. Donc, d'après moi, on va le savoir en 2027, là, un an avant LA. Fait que ça pourrait quand même avoir une grosse incidence sur le suite de ta carrière de comme pouvoir ou non te fixer cet autre objectif-là qui est plus lointain aujourd'hui, mais en 2028 qui serait un peu le même genre de timeline dans lequel tu te retrouves en ce moment. Oui, c'est sûr, exact. Puis à 36 ans, il y en a encore beaucoup de joueurs de 36 ans. Là. C'est peut-être ça la limite supérieure, dépendamment de comment ton corps va, mais ouais. Peut-être là que tu vas commencer à ralentir, mais il y en a eu des top joueurs mondiaux qui sont dans le top 10 mondial à 36 ans. Là. Il y en a. C'est un sport qui demande beaucoup de tactique puis de calme sous la pression. Donc ça prend du temps aussi à développer ça. Je dirais que le pic, là, c'est entre 27 et 32 ans, mettons, là, que la plupart des champions du monde à travers les... dominent. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine, mettons, vu que c'est physique, puis tu veux avoir un aspect de longévité, j'ai pas le mot. La récupération, c'est super important dans votre sport. Comme, mettons, après tes parties, j'imagine que tu t'assures de comme bien te traiter, bien manger, ta nutrition, tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte dans ta carrière? Ouais, extrêmement, puis de plus en plus, je dirais. Là, quand t'as 20 ans, 21 ans, t'as une petite blessure, tu sais, OK, c'est pas bien grave. Je peux continuer à m'entraîner puis ça va s'améliorer, mais là, plus ta carrière avance, des fois, c'est comme, OK, la petite blessure, elle part pas. Il faut que tu prennes un petit peu plus attention, tu diminues ton load d'entraînement. C'est de quoi que oui, au squash, en tout cas, à toutes les, je fais quasiment plus de rehab que de temps à m'entraîner fort, là, que ce soit avant les entraînements, un bon échauffement, bien activer tout le corps, ou même après, cool down, mais en tournoi, mon échauffement, ça va prendre 45 minutes. Quand même. 45 minutes, quasiment 1 heure des fois. Puis cool down, après, ça va être à peu près la même affaire. Puis ça arrive d'avoir des matchs de 30-35 minutes. Fait que tu vas avoir comme 1 heure et demie. Ça, c'est le plus long? Non, le plus long, ça va être autour de 2 heures. Là. Ah, OK. Ouais. Ouais, parce que si ça va en 5-7, ça peut être long. Les plus courts, c'est à peu près ça. 25-30 minutes si tu bats le gars rapidement. En moyenne, là, ça va être autour de 1 heure, 1 heure et 10. Et un match qui finit, mettons, 3-1. Puis 3-2, ça peut être jusqu'à 2 heures. Là. Le record, justement, c'est Sean que je te parlais plus tôt. Ouais. Mon ancien collègue, le record du plus long match, c'est comme 2h52, je pense. Là. Est-ce que, comme au tennis, disons que à la fin des sets, c'est le premier à 11 points, mais il doit avoir 2 points d'écart, j'imagine? Ouais. Fait que, mettons, le set pourrait finir 32-30? C'est ça arrive pas trop souvent, mais ouais, ça arrive que ça, en tie-break, ça aille quand même... Ça peut monter, là. Mais autant que ça, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai déjà vu peut-être des 22-20, mais plus que ça, c'est très rare. Là. Comme c'était à Wimbledon, je pense. C'est de quoi je parle, Johnny Isner, ça, c'était complètement fou. Ouais, Mahut, je pense, le français. Nicolas Mahut, exact. Est-ce que sur le circuit ou les championnats du monde, tout ça, les tournois,
les organisations de tournois fournissent des thérapeutes, tout ça. Est-ce que c'est quand même bien encadré, les tournois où il manque un peu de ressources à ces endroits-là? Ouais, ça dépend à chaque fois. La grosseur du tournoi influence beaucoup, mais même à ça, il y a des petits tournois qu'il y a un physio là. Souvent, ça peut être une compagnie qui commandite ou le promoteur du tournoi paye un physio. Il peut avoir personne. Dans les gros tournois, normalement, la PSC envoie 1 ou 2 physios qui sont souvent les mêmes, que là, on doit payer un montant qui est pas trop cher. Là. C'est souvent comme 20 ou 30 US pour 30 minutes. Là. Tu peux les voir, ils sont là tout le temps. C'est les mêmes, fait que tu sais lesquels que t'aimes moins. Ouais. Puis, eux sont là dans les plus gros tournois, mais c'est comme dans tous les plus petits tournois, ça peut être un peu le Far West. Là. Un peu broche à foin. Ouais, tu peux aller dans les tournois que c'est assez broche à foin. Là. Okay. Puis, tu le disais, il y a des endroits où c'est plus populaire qu'ici au Québec, mettons. Ça t'est déjà arrivé de jouer devant des grosses foules? Ouais, plusieurs fois, là, justement, en Chine, j'avais fait un assez petit tournoi. Là, je pense que c'était 5 ou 6 000 $ en bourse totale. Puis, il avait mis un terrain dans le gym de basket d'une université. Puis, il devait avoir, c'était rempli. Il devait avoir, je pense, 5 000 personnes qui regardaient. C'était assez fou. Puis aussi, un des matchs les plus fun, c'était au Jeux du Commonwealth en Angleterre. Même chose, à l'Université de Birmingham, il y avait mis un terrain vitré dans le court de basket, là, dans leur gym. Puis il y avait des estrades tout le tour. Là. Je pense que c'était jusqu'au top aussi. Là. Fait que c'était vraiment le fun. Il y avait, je pense, au-dessus de 2000 personnes. Là. Fait qu'on jouait contre l'Angleterre. C'était vraiment un match que je me rappelle très vividement. Là. C'est quelque chose qui te drive, tu dirais, de jouer devant une plus grosse foule, ou ça n'a pas vraiment d'impact, ou au contraire, ça t'apporte un petit stress de plus? Non, je dirais que ça drive. Là. Ouais. À chaque fois que je joue devant des grosses foules, ça aide. Tu t'en rends pas compte aussi parce que, je sais pas, t'es sur le terrain, une fois que la game commence, tu oublies un peu... Tu sais quoi faire, mais oui, c'est le fun d'avoir... Quand ils applaudissent les beaux points, puis ça crée un hype aussi dans le match, c'est de quoi que j'aime. Comme je te disais, dans les plus petits tournois, des fois, ça peut être broche à foin. Il y a des tournois, des fois, tu vois... pas dire de place exacte, là, mais des petits tournois aux États-Unis qu'il y a comme 2 personnes qui regardent, ou qu'il y a le promoteur il fait ça pour lui, puis il est là avec ses 2 enfants, puis that's it, il met tout le prize money tout seul, puis t'étais comme OK, là, qu'est-ce que je fais ici? Là? C'est pas ça que j'avais en tête en tant que joueur de squash professionnel, mais c'est ça, dans les plus petits tournois, tu vois de tout. Là. Il y a des petits tournois que c'est sold out, il y a presque pas de bourse, puis la foule est remplie, les estrades sont remplies, puis il y a plein de monde, puis ils prennent ça à cœur, puis il y a d'autres que tu vois là, puis c'est rough, là, il y a personne. Le monde, ils ne savent même pas qu'il y a un tournoi en ce moment. C'est ça. Ou même les gros tournois, en couple de fois, je suis allé en Égypte, puis dans les gros tournois, il y a 4-5 matchs en même temps, fait que puis il y a beaucoup de matchs, fait que ça arrive, tu joues à midi, t'es au cœur, puis il y a comme, je sais pas, je dis, OK, finalement, je vais dans un gros tournoi, je me suis rendu là, c'était un point dans ma carrière que j'étais content de pouvoir rentrer dans les tournois Platinum, qui sont les plus gros tournois. Tu arrives là, puis ton premier match, c'est comme à midi, puis il y a 4-5 personnes qui regardent ton match, parce que tout le monde regarde un Égyptien à côté, puis c'est comme OK. Mais bon, ça arrive, puis... Est-ce que tout ça, c'est diffusé? Y a-tu comme une chaîne qui, sûrement comme l'Angleterre, je sais pas, l'Inde, tout ça, ils ont comme des chaînes qui sont dédiées à la diffusion du sport? Oui, il y a la PSE, l'Association internationale, ils ont un organisme qui s'appelle Squash, pas un organisme, une compagnie qui s'appelle Squash TV. Donc, eux, ils vont à tous les gros tournois majeurs, puis ils sont entre 5 et 10 là, de crew. Qui vont à tous les gros tournois majeurs puis qui filment. Donc ça, genre des commentateurs connus de squash qui sont probablement des anciens joueurs. Exact, ouais, il y a tout ça. Il y a 2-3 commentateurs, il y a des caméras en avant, parce que sur les terrains vitrés, tu peux filmer d'en avant. Donc, il y a des caméras d'en avant, d'en haut, d'en arrière, de différents angles en arrière. Donc oui, ça s'améliore beaucoup. Tu peux le voir de mieux en mieux. Maintenant, il y a des reprises vidéo, des slow motion. Fait que tout ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, oui, il y a ça. C'est sur Squash TV. Il y a un membership qui est payant. Ouais.
Mais eux, ils vendent des droits de diffusion aussi à certaines compagnies. Je sais qu'en France, il y a, je pense, Eurosport qui ont acheté cette année les droits de diffusion de Squash TV en France. Bon, ça, c'est gros, Eurosport. Ouais, là. c'est ça. En Angleterre, il y en a un autre, je me rappelle pas c'est quoi, mais ouais, il y a plusieurs pays que c'est ça, ils vendent que certains télédiffuseurs achètent les droits de diffusion de Squash TV, qu'eux, ils font toute la production sur place. Là. Bon, au moins, c'est diffusé. Peut-être qu'au Québec, un jour, ça prendra plus de place. Et comme on discutait tantôt, c'est sûr, moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé le fun de regarder les Olympiques en tant que fan, c'est de voir des sports que d'habitude, on voit jamais. Ouais. Tu sais, mettons, aux Jeux olympiques d'été, tu peux regarder de la gymnastique, mais à RDS, ils montrent jamais, même les championnats NCAA, tu sais, je pense pas qu'ils diffusent ça, Non. mais là, ça te permet de découvrir, puis après ça, on voit que les taux d'inscription, tout d'un coup, ça augmente. Fait que je pense qu'il y a des bonnes chances là, que ce soit très positif pour le squash, notamment au Québec. Ouais, puis c'est ça, en espérant que ça soit diffusé quand on va être aux Olympiques, tu sais, souvent, Ouais. c'est des sports comme l'été, la natation, ou je sais pas, des sports que, peut-être les canoë-kayak, il y en a beaucoup, tu sais, l'athlétisme qui sont diffusés. J'espère que le squash va avoir une fenêtre là-dedans aussi, parce que c'est beau d'être aux Olympiques, mais tu sais, si c'est diffusé nulle part, ça va être tough. C'est sûr que... Je sais qu'il y a quelque chose aussi avec le fait, mettons, si toi tu te qualifies, t'es Québécois, ben là, ils vont comme cibler qu'il y a un Québécois en squash. Fait que là, exemple, tu joues au premier tour aux Olympiques ou en par équipe, là, ou en double, ben là, ils vont comme dire, ah ben là, aujourd'hui, on va aller shooter ça. Ouais, exact. Ça, c'est sûr que ça arrive là, au Jeux Pan-Am, ce qui est de beaucoup plus petite envergure. C'est la compétition régionale des JO, mettons, là, mais là, il y avait Sportcom, qui est une compagnie québécoise qui était là, puis ils viennent à tous nos matchs. Quand ils savent qu'il y a un Québécois qui joue, là, il va y avoir le journaliste de Sportcom qui vient, il va nous poser des questions, puis ils vont faire un rapport sur notre match. Là. Fait que oui, ça arrive déjà. Là. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi d'envergure mondiale, mais à Québec ou au Québec? À Québec, non. Au Québec, oui. À Montréal, il y en a une coupe par année. Là. Mon entraîneur, il en fait un souvent à chaque année au club où je m'entraîne. C'est tout le temps un des tournois les plus importants pour moi. Puis il y a eu une coupe de fois au Forum qu'on a mis un terrain vitré, l'ancien Forum à Montréal. Il y a un bel endroit où on peut mettre le terrain vitré avec les anciennes estrades qui sont là. Donc, c'est un setup qui est très beau. À Québec, non, malheureusement, non. Il n'y avait pas de club qui pouvait avoir des estrades ou avoir un setup qui était assez bon pour avoir un tournoi pro. Là, ça risque de changer avec le club où ici on filme, l'Espace Y, qui va avoir un setup parfait pour avoir des tournois pro. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qu'ils vont vouloir faire pour inaugurer au début près de l'ouverture, d'avoir un tournoi pro puis que moi je puisse jouer pour finalement que je puisse jouer un match pro à Québec. Là. Ben oui, ce serait assez spécial. Justement, je voulais en venir à ça. On est à l'Espace Y à Québec finalement. Puis on les remercie de nous avoir accueillis. Très beau, très bel accueil. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus le projet pour que les gens comprennent c'est quoi qui se passe ici? Là? C'est un édifice qui est en travaux en ce moment. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de très spécial pour moi. Yves Germain, c'est mon commanditaire. Il a décidé durant la pandémie de se bâtir un terrain de squash sur son entreprise, donc une grosse entreprise de construction après sinistre. Il a bâti ça a commencé par un terrain. Puis là, qui est celui-ci. Oui, où on est en ce moment, le premier terrain. D'ailleurs, au début, à l'ouverture du terrain, j'ai fait une exhibition avec un ancien numéro 1 mondial ici. Nice. Donc ça, justement, ça prouve que avoir des compétitions d'envergure ici, ça marcherait. Là, c'était rempli en haut, en bas. C'était juste un match de démonstration, par contre. Fait que c'était une soirée qui était pas compétitive. J'ai joué contre lui un match, mais on a joué avec avec Yves, avec ses enfants, puis avec quelques autres commanditaires avant. Puis il y a eu un souper, c'était plus pour développer le squash à Québec. C'était pas officiel, mais c'était un très bon événement qu'on a eu aussi avec un autre joueur français. Là. On a eu ça 2 fois ici, puis les 2 fois, ça a super bien fonctionné. Mais bref, c'est ça, Yves a décidé de bâtir un court, ça a super bien marché. Il en a bâti un deuxième à côté. Donc là, on est rendu avec 2 courts ici. Il a bâti ensuite un gym en haut complet. Puis là, avec l'arrivée des Jeux du Canada, en 2027 à Québec, il voulait être l'endroit où les Jeux allaient se dérouler. Donc,
ils ont créé un énorme projet. Il a détruit une grande partie des buildings de sa compagnie pour bâtir un immense centre sportif où il va avoir 2 autres terrains de squash, mais il va aussi avoir un studio de yoga, un immense gym pour ces gars aussi à Yves sont aussi beaucoup dans le baseball, donc il va avoir une emphase de baseball aussi beaucoup. Je pense qu'il va y avoir 2 cages de lanceurs, 2 ou 3 cages de lanceurs. Il va y avoir un espace de récupération avec des bains froids, des saunas, bains chauds. Donc ça va être un espace pour les athlètes ou pour un gym, pas juste pour les athlètes, je pense que ça va être ouvert à tout le monde, mais avec un focus aussi beaucoup sur le dépassement de soi, puis la performance. L'excellence. Ouais. Est-ce que justement ici, c'est juste privé puis il faut que tu connaisses Yves pour venir jouer ou il y a des adeptes qui peuvent payer un membership puis venir jouer ou payer à l'heure? Puis... Pour l'instant, c'est ça. C'était pour les employés de sa compagnie puis quelques personnes qui connaissaient. C'est comme un terrain privé pour l'instant. Au début, ouais. Puis là, c'est ça. Quand ils vont ouvrir, je pense, je sais pas la date exacte, là, ça va être, je pense, autour d'avril-mai. Là, ça va être ça, un club. 2026? Ouais, c'est ça. Wow. Ça va être, ouais. Avec Yves, quand ça part, ça roule. Il va falloir qu'on vienne revoir ça une fois. Ouais, c'est ça, ça va être parfait. Ben, c'est sûr que si tu viens jouer finalement ici, on va être là. Ben, parfait. Mais c'est ça, ça va être un club qui va être ouvert à tout le monde. Là. Le plus de monde, le mieux que c'est. Ouais. Si on veut du monde qui joue au squash. Comme je te disais, c'est un sport qui n'est pas accessible à tout le monde. Fait que d'avoir un nouveau centre comme ça, avec un gym qui va apporter beaucoup de monde ici, on veut qu'il y ait le plus de monde possible qui vont jouer au squash. Là. Bon, ben moi, je lance l'invitation à Dylan, mon caméraman, tout de suite. Quand ça ouvre, je te prends 1v1 au squash. Initiation. Mais c'est drôle, ça me fait penser, j'avais même pas pensé à ça depuis le début de l'épisode, mais l'événement que tu dis où vous aviez reçu joueur français. Ouais. Quand j'ai parlé à quelqu'un que je te recevais qui est un adepte de squash, OK. il m'a dit qu'il était présent et qu'il t'avait déjà rencontré. OK. Et je sais pas si son nom pourrait te dire quelque chose, là, mais bref, il s'appelle Patrick Michel, puis c'est lui aussi un Français, un gros adepte. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que le monde est petit puis que c'est ça, j'avais comme déjà entendu parler de toi de cette façon. Ben, c'est justement le genre d'événements qui peuvent marquer l'imaginaire de certaines personnes. Et des jeunes aussi qui vont dire, OK, wow, c'est vraiment, tu sais, c'est le fun comme sport, ça bouge, c'est intense. Ouais. C'est aussi accessible, les joueurs sont accessibles plus qu'au tennis. Là. Au tennis, je sais pas comment ça aurait coûté pour avoir un joueur du top 10 dans un match comme ça, mais au squash, c'est un peu plus accessible. Donc, c'est de quoi qui crée de la proximité, puis justement, ça apporte que du bon pour le sport. Puis c'est pour ça qu'Yves aussi a fait ça, puis c'est très... Ouais, c'est très gentil de lui d'avoir créé ces 2 événements-là. Là. C'est comme ça a créé un engouement à Québec qu'il n'y avait jamais eu ou qu'il n'y avait pas autant avant. Ouais, ça peut juste faire avancer le sport dans le fond. Là. Ouais. Puis tu parlais de proximité, là, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est déjà arrivé comme que tu vas dans des tournois puis là, il y a des partisans qui te reconnaissent, qui te demandent genre de prendre des photos avec toi puis tout? Est-ce qu'il y a cet engouement-là? Ouais, un peu. C'est sûr que c'est pas comme au tennis. C'est rare, ça arrive dans la rue à l'extérieur des cours de squash. Tu ne fais pas achaler en faisant l'épicerie. Non, c'est ça. Non, pas en tout. Mais c'est arrivé, là, une couple de fois à des endroits random dans le monde qui c'est comme, hey, ouais, t'es un joueur pro de squash. Puis tu OK, ouais. Quand je suis avec ma blonde, comme ça, tu vois, il y a du monde qui me connaît. Mais non, ça arrive. Ça a dû arriver, ça n'est pas arrivé 5 fois dans ma vie, dans les places random, mais à des tournois de squash, oui, ça arrive. Souvent, après les matchs, tu as des petites séances de signature ou souvent, c'est avec les jeunes là, qui sont comme impressionnés, qui veulent avoir une signature. Puis, ouais, ça redonne à la communauté. C'est ça, ouais, c'est de quoi qu'on aime faire. Là. C'est pas comme. On le fait pas trop souvent non plus. Fait que c'est pas comme, je sais pas, des joueurs de hockey qui sont là puis qui en signent 20 000 de suite. Là. C'est comme, j'étais écœuré de faire ça. Non, nous, c'est un sport, c'est ça, comme je te dis, qui est accessible puis que c'est plus facile d'être proche des meilleurs joueurs. Là. Ouais. J'ai comme une section, c'est des questions rapides, fait que tu me réponds ce que tu veux. Le match le plus marquant de ta carrière? Positivement, ça va être celui aux Jeux panaméricains. Ouais, la victoire qui vous a donné le bronze. Ouais. Le joueur que tu détestes affronter. Ça pas nécessairement que tu détestes la personne, mais que t'es comme, encore ce gars-là, puis ça va être tough. Ben,
Je dirais que c'était Sean Delière une bonne partie de ma carrière. Ton coloc? Ouais, c'est ça, qui Ton était ancien champion coloc? canadien. Il était beaucoup plus vieux que moi. Au début de ma carrière, j'en ai perdu des matchs contre lui. Là, donc oui, ça a été vraiment tough au début, mais justement, comme je t'ai dit, j'ai gagné 2 championnats canadiens contre lui. Je pense que ça devait être mes 2 seules victoires contre lui ever. Okay. Fait que ça a des bons moments, mais ouais, contre lui, j'en ai perdu des matchs. Là. Fait que, Sean, ta plus grande force sur le court, on n'a pas vraiment parlé de ton type de jeu, mais ouais, ta plus grande force? Ça va être ma force physique puis ma détermination, je dirais. OK. Ta plus grande faiblesse? Peut-être ma rapidité comparativement à certains joueurs du top mondial. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était vraiment une de mes forces, ma rapidité, puis comment j'allais chercher des balles. Mais là, tu te ramasses contre la crème mondiale, Ouais. puis il y en a qui sont très rapides. Là. Donc, moi, je suis un gars pour le squash qui est assez lourd. Là. Je fais comme 175 livres. Les meilleurs joueurs au monde, je suis dans les plus lourds. Là. Il y en a pas beaucoup qui sont plus lourds que moi. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont peut-être un peu plus petits, plus proches du sol, qui sont légers, qui vont aller flyer un peu plus. Là. Ça, c'est dur à jouer contre ça. Là. Ouais. Puis, un conseil pour un jeune qui veut se lancer au squash? Ben vas-y, c'est un sport que tu peux jouer tout seul. Tu n'as pas besoin d'être de partner, tu peux aller t'entraîner tout seul. Moi, j'adore ça parce que si je ferme la porte puis tu es tout seul sur le terrain, tu n'as personne d'autre à qui blâmer. Je te disais que je faisais beaucoup de sport d'équipe quand j'étais jeune. Ouais. Mais un sport individuel comme ça, je trouvais que je pouvais pas blâmer mes coéquipiers pour ce qui se passait ou dire OK, mais c'est de la faute à lui qui a mal joué, lui il a fait une erreur. Ouais. Ou c'est lui qui a fait le but, c'est tout le temps le même gars qui fait les buts. Là, non, là, t'es vraiment, tu fermes la porte, t'es tout seul, puis c'est tout repose sur tes épaules. Il faut que tu trouves les solutions pour gagner. Ça va mal, ça va bien. Tout est sur ton dos, là, fait que tu peux te faire coacher entre les parties, mais des fois c'est long, ça prend comme 25-30 minutes avant que tu puisses être coaché, là, fait que, entre les parties, mettons. Ouais. Là, fait que, c'est ça que j'aimais vraiment. Puis moi, je trouvais que c'est un sport qui est aussi très demandant dans tous les sens du terme. Là. Fait que c'est rapidité, endurance, agilité, force mentale aussi. C'est vraiment un sport qui est global physiquement. Donc moi, c'est ça que j'ai adoré. Puis c'est pour ça qu'en tant que jeune, j'adorais ça. Là. Puis pour conclure, quand ta carrière sera terminée, comment aimerais-tu qu'on se souvienne de David Bergeron? J'ai le premier francophone champion canadien. Ça, c'est une des choses qui me rend fier, là, parce que comme on dit, c'est de quoi qui est pas mal plus dans le Canada anglais. Ouais. Donc, être un francophone de Québec, c'est peut-être un peu moins, c'est beaucoup moins connu que dans plein d'autres places au Canada. Pionnier. Ouais, je sais pas, je vais pas me dire que je vais pas m'auto-proclamer pionnier, là. Mais ouais, pour ça, puis être combatif sur le terrain. Puis, si j'ai pu apporter quelques jeunes joueurs dans le monde du squash aussi, puis convaincre quelques jeunes de continuer dans le squash, c'est de quoi que j'aimerais faire aussi. Là. Fait que d'apporter le squash à plus de monde possible. C'est pour ça que je fais des podcasts comme ça. Un podcast où que je suis toujours... j'aime ça parler de mon sport, que ça arrive pas souvent, mais quand il y a un journaliste qui m'appelle, je réponds toujours présent. Je veux qu'il y ait plus de monde qui joue au squash, je veux que le sport grandisse au Québec. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà des plans d'après-carrière? Est-ce que tu as comme une idée de ce que tu voudrais faire par la suite? Parce que, tu sais, comme on se disait, il n'y a pas vraiment d'âge exact, mais tu sais, quand tu termines une carrière, que ce soit à 35, 36, 37 ans, il te reste encore un bon bout de chemin à faire. Fait que comment tu vois ça? Ouais, là, je suis en train de terminer mon bac à distance en comptabilité et finance. C'est sûr que ça va aider. C'est de quoi que je fais à temps partiel on the side. Là, je commence à avoir hâte de finir à 29 ans, mais bon, il me reste juste une année. Mais c'est sûr que j'aimerais rester tout le temps impliqué dans le squash en partie. Après, je sais pas si je vais vouloir faire ça en tant que pro d'un club, de 9 à 5, tu as enseigné comme 8 heures de suite. C'est peut-être quoi qui vient moins me chercher. Mais enseigner le haut niveau, c'est de quoi que j'ai commencé ici et là, à faire des camps de fin de semaine ou l'été, cet été, je suis allé coacher un camp aux États-Unis. Il y a 2 ans, je suis allé coacher en Europe, une tournée junior en Europe. C'est de quoi que j'aime faire,
coacher du haut niveau là, ou des joueurs qui essayent de se dépasser, puis que ce soit du haut niveau junior ou même comme à McGill, coacher l'équipe là-bas, Ouais. c'est de quoi que j'aime faire. Ça te garde en lien avec ton sport. Là. C'est ça, sans être fastidieux et dire OK, là, je m'en vais donner 8 leçons de suite. Des fois, dans des clubs, ça arrive que c'est avec des joueurs qui veulent juste courir ou c'est des adultes qui font une leçon par semaine, puis c'est peut-être un peu moins motivant. Là, ils sont là, ils veulent pas tant s'améliorer que juste avoir leur leçon de squash puis courir, se faire courir par un pro. Fait que ça, c'est de quoi qui viendrait peut-être moins me chercher, moi. Fait que je me vois. Moi, c'est pour ça que je me dis que je me vois peut-être pas faire ça à temps plein, mais c'est de quoi qui, c'est sûr que je veux rester dans la sphère squash en partie, c'est certain. Là. Cool, je pense que c'est important justement d'avoir comme des ambassadeurs qui redonnent à leur sport pour, je sais pas comment on dit ça, mais pour comme continuer la legacy du sport, là, si on veut. Ouais, puis c'est certain que je vais être prêt de le faire, puis c'est de quoi que j'aime faire aussi, là, surtout quand tu vois que c'est des jeunes qui ont le couteau d'un dent, mais moi, je suis toujours prêt à leur donner ce que je peux leur donner. Là, Ouais, peut-être que tu te vois en eux. Ouais, aussi, exact. S'ils sont motivés, pourquoi pas. J'ai besoin d'une relève au Québec puis au Canada en squash. Puis là, je suis pas du genre à dire OK, non, je veux pas qu'ils s'améliorent pour pas qu'ils risquent de me battre un jour. Là, au contraire, là, je suis bien où je suis dans ma carrière. Je veux m'améliorer, puis c'est pas en. S'il y a plus de joueurs au Québec qui performent, ben ça va être le mieux pour le sport. Là, ça va apporter plus de tournois, plus de jeux qui vont se tourner vers le sport. Fait que, plus de challenge aussi. Ouais. Fait que puis tu sais, un sentiment que les jeunes, OK, il y a des tournois, tu t'en vas dans un tournoi à Québec ou à Montréal, puis là, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, il y a comme une compétition, puis c'est ça qui fait monter le niveau du sport. Là. Ouais, 100%. David, premièrement, merci de nous avoir fait découvrir ton beau sport. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont aimer écouter ton parcours qui est assez inspirant. On va te souhaiter une bonne fin de réhabilitation, puis par la suite, que du succès pour le suite de ta carrière. On espère te voir aux Jeux Olympiques en 2028. Puis on tourne ça tout près de Noël, fait qu'on va te souhaiter des joyeuses fêtes, David. Bien, parfait, merci beaucoup de m'avoir reçu puis de parler de squash. Là. Ça arrive pas souvent qu'on parle de squash dans les médias, puis je vais toujours répondre présent. Là. Fait que merci beaucoup de parler de squash, puis je vais te prendre, on viendra jouer quand le club va ouvrir ici. Parfait, ça marche, j'ai déjà hâte à ma leçon. Ça risque d'être un peu pathétique de mon bord, mais j'apprends assez vite dans les sports, fait que je pourrais me débrouiller. Parfait. C'est bon, merci David. Merci.